on est une société en hyper-croissance, un membre de l'environnement French Tech, du Next 40, et on vient de boucler en septembre dernier une levée de fonds de plus de 500 millions de dollars qui nous valorise à 3,5 milliards. Clotilde Billat, donc je suis associée chez Stephenson Hartwood, cabinet d'avocats. Je suis en charge de la practice private equity, donc au sens large, LBO et growth. Bonjour, je m'appelle Yann Urusquet, je travaille chez Eurazeo et je suis chez Eurazeo membre du comité exécutif en charge de l'activité growth. Et le growth equity chez nous, regroupe à peu près 4 milliards d'actifs sous gestion. On investit en Europe et aux États-Unis aujourd'hui des tickets entre 20 et 200 millions d'euros dans des sociétés qui sont en hyper-croissance, donc qui font au moins 50% de croissance par an. Bonjour, Alice Elbizati, je suis cofondatrice de Revaya. Revaya, c'est un fonds de growth également. Nous, on investit en Europe dans des sociétés technologiques en hypercroissance. Et notre objectif, c'est d'accompagner des sociétés qui vont créer des positions de leadership durable, donc avec une double dimension chez Revaya. D'une part, accompagner des sociétés dans leur transformation responsable et d'autre part, essayer de les accompagner vers la sortie la plus ambitieuse. Et notamment, on a tout un focus sur le crossover et l'accompagnement des sociétés vers une introduction en bourse. Olivier Vanzal, moi je suis associé au sein du cabinet TAGE, qui est le cabinet juridique et fiscal de Deloitte en France. Je suis spécialisé en toutes les opérations M&A pour les aspects fiscaux. Alors plus sur du LBO que du growth, mais j'en fais aussi, donc on pourra évoquer peut-être les deux sujets. Merci beaucoup à tous les 6. Alors vous ouvrez aujourd'hui votre capital, le growth se développe. Quel est l'état du marché ? Monsieur Rusquet, peut-être souhaitez commencer ? Oui, bien sûr. Alors, quel est l'état du marché ? Le marché a beaucoup changé. Mais ça, je pense que ça ne vous a pas échappé depuis 2 ans. En particulier en Europe. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés lèvent autant d'argent, de sociétés européennes, lèvent autant d'argent que les sociétés américaines. Il y a moins, évidemment, de tours de table, mais on commence à se rapprocher. Il y a moins de licornes. Il y en a, je crois, 3 fois plus aux États-Unis qu'en Europe. Mais c'est pareil, il y a un rattrapage en Europe qui s'est accéléré au cours des 2 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les entrepreneurs européens sont plus nombreux, mais ça veut dire aussi qu'ils acceptent d'ouvrir leur capital, en tout cas qu'ils lèvent des fonds pour pouvoir continuer à accélérer ou continuer à se développer et atteindre leur niveau d'ambition qui, je pense, a beaucoup augmenté. On a participé, nous, cette année, à une dizaine probablement d'opérations de plus de 200-300 millions d'euros de levée de fonds au total. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que plusieurs fonds participent à ces opérations. Avant, il y avait un lead, donc un investisseur qui prenait la majorité du tour, et puis ensuite des followers. Aujourd'hui, il y a plusieurs co-leads. C'est ce qu'on voit dans des opérations comme Sora, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler en France, ou dans Back Market, dans Doctolib. Il y a plusieurs investisseurs qui rentrent au même moment. Et donc ces 2 phénomènes, levée de fonds importante, plusieurs investisseurs, sont souhaités par les entrepreneurs. C'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce que il y a une volonté d'investir au cours des prochaines années, de recruter, de constituer une table de capitalisation qui va permettre de pouvoir faire une IPO, par exemple, ou de favoriser une sortie. Et dans leur gène, en fait, il y a cette ambition démesurée de devenir des leaders mondiaux. Je pense que c'est un phénomène assez nouveau. Et c'est un phénomène qui est, je pense, possible parce que il y a les talents en Europe, non seulement au niveau des entrepreneurs eux-mêmes, mais aussi des équipes, de leurs équipes. Il y a la capacité de recruter des gens qui peuvent justement les emmener beaucoup plus loin que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et donc lever des fonds, c'est très bien, mais ça sert à rien quand on n'a pas la capacité d'exécuter. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui a vraiment changé, donc on parle beaucoup du Covid, et effectivement, le monde a réalisé que le digital était important et que ces tendances étaient des tendances de fond pérennes, etc. Mais je pense aussi, en parallèle de ces tendances-là, l'Europe est en train de se structurer
L'Europe, il y a des viviers de talents qui existent un peu partout et qui créent cette capacité justement à accélérer, à créer des champions mondiaux, d'où l'augmentation de ces tours de table. Voilà. Et du coup, ouais, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a un momentum en ce moment en Europe dans l'investissement technologique et en particulier dans les tours de croissance. Donc, c'est accompagner des sociétés qui ont déjà trouvé leur modèle d'affaires, donc leur product market fit, et les accompagner dans ces phases d'expansion à l'international notamment. Et c'est vrai que l'Europe est en train de rattraper son retard par rapport aux États-Unis ou par rapport à l'Asie. Donc avec une croissance de l'investissement VC en Europe de 60% cette année. Donc on est sur des rythmes de croissance de l'investissement tech de plus de 50% par an depuis quelques années en Europe. Ça, c'est lié au fait, en effet, qu'il y a de plus en plus de sociétés qui ont cette volonté et ces capacités de passer à l'échelle. C'est lié au fait aussi qu'il y a de plus en plus de capital pour financer ces sociétés. Aujourd'hui, devenir un champion mondial, ça veut dire avoir une très forte croissance, et ça veut dire une croissance qui n'est pas forcément rentable. Et donc, on ne met pas de côté des métriques qui sont sains pour les entreprises, mais ça veut dire que accompagner le lancement d'une société, ouvrir des dizaines de pays en très peu de temps, forcément, ça a un impact sur la rentabilité. Et donc le marché grossit parce qu'il y a ces entreprises, à l'image des Aircall, que nous on a pu accompagner, qui décident de devenir mondiales très rapidement, parce qu'elles ont les technologies pour le faire, parce qu'elles ont les pools de talents pour le faire, parce qu'elles ont aussi les capitaux pour le faire, et du coup qui ont ces trajectoires d'expansion très rapides. Et pour passer à l'échelle, ils font venir les investisseurs. Donc la dilution, ce n'est pas une finalité en soi, mais la dilution, c'est la conséquence du fait que le capital est ouvert pour suivre une trajectoire d'hypercroissance, comme l'a fait aussi Miracle. Tout à fait. Alors c'est vrai que dans le software, c'est un secteur dans lequel la rentabilité vient avec la masse, la taille critique. Donc c'est très important d'investir dans la croissance. Et cet investissement dans la croissance, il passe nécessairement par des levées de fonds. Donc nous, c'est ce qu'on a fait pour financer notre hyper croissance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de liquidités en ce moment sur le marché, mais pour autant, un exercice de levée de fonds, ça reste un exercice qui est extrêmement exigeant, puisque c'est pas tout d'avoir de la croissance. Il faut que cette croissance, elle soit saine et elle soit durable. Donc ça reste quand même un exercice compliqué. Et puis après, évidemment, le choix des investisseurs, c'est aussi un élément clé, puisque une levée de fonds, c'est pas uniquement de la dilution, c'est aussi une opportunité de faire entrer au capital des partenaires qui vont nous apporter leur expertise et nous aider. Nous, chez Miracle, là, ces 2 dernières années, on a fait rentrer 2 investisseurs, Permira et Silver Lake, qui sont des investisseurs vraiment de premier plan, qui nous apportent leur expertise sur les économies de plateforme et sur le software. Et c'est quelque chose, donc c'est effectivement de la dilution, mais c'est quelque chose qui nous aide pour gérer notre croissance. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur un segment assez différent, small and mid cap, d'entreprises matures, le marché est aussi étonnamment actif. Chez Généo, on se concentre sur des entreprises déjà rentables qui vont vouloir doubler ou tripler de taille en devenant leader européen ou leader international. Et on n'a jamais vu autant de deal flow et autant d'opérations. Pourquoi ? Parce qu'une crise, c'est un accélérateur de transformation. Ça n'est rien que l'accélération de tendances sociétales, technologiques qui étaient déjà à l'œuvre avant, mais qui vont plus vite. Et donc, il y a des recompositions de marché. Donc, nous, on voit 2 principales tendances à l'œuvre qui poussent à l'accélération des opérations. La première, c'est le M&A.
Très clairement, il y a un marché du M&A hyper actif en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a des managements, il y a des dirigeants pour qui c'est un peu la crise de trop. Parce que cette crise, au-delà d'être financière ou économique, elle est aussi sociétale, elle transforme le monde du travail. Et donc, la plupart des small caps, on va dire 65% des small caps sont détenus par des managements qui ont plus de 55 ans et qui peuvent être à un moment où ils ont envie de transmettre. Et de l'autre côté, on a des mid-caps, des ETI, qui sont leaders sur leur niche, qui ont des positions internationales fortes et qui sont aujourd'hui les consolidateurs naturels de marché, beaucoup plus que les grands groupes, parce qu'elles ont cette approche humaine de l'entreprise et cette capacité à vendre un projet d'entreprise qui va être attractif pour les dirigeants qui cèdent et surtout pour les collaborateurs de ces sociétés. Donc énormément de M&A qui aujourd'hui est, je dirais, à peu près les 2/3 des déclencheurs d'opérations qu'on regarde. Et puis l'autre, c'est de se dire qu'on n'a pas de temps à perdre, qu'au fond, on pourrait continuer comme avant, mais peut-être qu'en faisant des opérations sur son capital, on ne fait pas juste que faire rentrer de l'argent, on peut aller plus vite parce qu'on va s'équiper dans la gouvernance et qu'on va pouvoir aborder les vrais sujets, qui sont les sujets de transformation sociétale, de repositionner le projet d'entreprise pour lui donner du sens et finalement de donner les inflexions stratégiques qui vont bien en étant épaulés dans cette transformation positive, mais qui nécessite beaucoup d'accompagnement. Donc on est très challengé en tant qu'investisseur sur finalement quels sont les plus qu'on va apporter. Et est-ce que finalement, en fait, l'opération fait sens parce qu'elle permettra d'être dans le tempo du moment, c'est-à-dire d'être dans le tempo de ces transformations et de ces accélérations, parce qu'on ne va pas regarder passer les trains, on va être acteur de ces changements. Et en tout cas, c'est la caractéristique des managements qu'on accompagne. Alors, vous l'avez justement évoqué à plusieurs reprises. Une entreprise, c'est également une culture entrepreneuriale. Le gros, c'est-il la solution par rapport à des entrepreneurs qui ont peur de perdre leur entreprise ? Alors, le gros, c'est-il la solution ? Oui, nous, évidemment, on pense que c'est la solution. Et je voudrais revenir sur ce que je disais au début sur le décalage entre l'Europe et les États-Unis, parce qu'avec les États-Unis, on a quand même un bon exemple d'un écosystème stable, pérenne, qui a réussi à créer des champions mondiaux avec des entrepreneurs qui réinvestissent dans les sociétés qui se créent. Et ce qu'on n'a pas du tout en Europe. Nous, on est profondément européens. D'ailleurs, chez Eurazeo, c'est écrit dans notre nom. Et on souffre énormément de ce décalage entre l'Europe et les États-Unis. Et on a souvent reproché aux entrepreneurs de ne pas être assez ambitieux en Europe. La réalité, c'est qu'on voit bien que lorsqu'on leur donne du capital, lorsqu'on crée cet écosystème, ce qui est le cas depuis quelques années, et notamment en France, avec le soutien massif, majeur de la BPI, et en Europe avec le soutien du FEI, et puis d'autres acteurs aussi dans chacun des pays, donc des acteurs publics qui ont été à l'origine du développement de cet écosystème. On voit qu'en fait, on suscite énormément de vocations. Des entrepreneurs sortent d'école des étudiants sortent d'école pour créer des sociétés. Il y a, je crois, un tiers des promos des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce en France qui soit créent des sociétés, soit rejoignent des startups, ce qui est très nouveau. Ces entrepreneurs ont une ambition énorme, en fait, et cette ambition, elle est née aussi parce qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de créer des grands groupes. Avant, ça n'existait pas. Et donc, le growth equity, on le voit bien, a permis cet essor. Moi, je pense qu'il y a encore des différences entre l'Europe et les États-Unis. La différence principale, c'est qu'aujourd'hui, pour permettre à ces sociétés de lever des gros tours de table, donc on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, il faut faire appel à des capitaux américains. Il y a 80% à peu près des sociétés qui lèvent des tours de growth equity sont financées par des fonds américains. Et à l'inverse, quand on parle à ces entrepreneurs, et nous on est bien placés pour le savoir en tant que plus gros fonds européens, ils souhaitent tous avoir du capital européen. Pourquoi ? Parce que il y a un peu de chauvinisme, mais il y a aussi la volonté d'avoir des actionnaires qui sont
proche d'eux. C'est un peu ce que Marie disait. Une levée de fonds, c'est pas juste avoir du capital en plus ou de l'argent en plus à dépenser. C'est aussi avoir du soutien, avoir des actionnaires qui peuvent aider, qui peuvent accompagner le développement. Et c'est beaucoup plus difficile de le faire de San Francisco que de Paris, quand on est à Paris, ou Berlin, ou Londres, ou n'importe quelle ville en Europe. Et donc, moi, je suis convaincu que tant qu'il n'y aura pas un écosystème pérenne en Europe, avec des gros fonds européens capables non seulement de participer, mais aussi de leader cette tour de table, cet écosystème ne sera pas stable. Et donc, tout le travail qui est fait depuis quelques années, je pense que c'est un travail remarquable, par Revalia, par Euraseo, par tous les fonds de gross equity en France qui ont levé l'année dernière ou cette année. Et il faut le continuer, parce que c'est ce que nos entrepreneurs souhaitent, en réalité. Et en effet, pour rebondir sur ce que Yann et sur ce que Fanny disait, aujourd'hui, donc, le choix du financement growth, il n'est pas tant dans la main des investisseurs que dans les mains des entreprises. Et donc, c'est Miracle qui va décider d'ouvrir son capital, qui va décider de choisir les investisseurs qui vont les accompagner. Donc, aujourd'hui, il y a un rapport de force qui est quand même de façon très importante dans la main des entrepreneurs, dans la main de ces sociétés. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, on ne fait que apporter les capitaux, et plus que les capitaux pour aider nos sociétés à devenir ces champions mondiaux. Sur la question de est-ce que le growth, c'est la solution pour rester indépendant. Enfin, aujourd'hui, si une société cherche à lever des capitaux, les sociétés non rentables technologiques, les instruments bancaires, de dette, ce n'est pas les plus adaptés, parce que c'est des sociétés qui n'ont pas forcément les cash flows pour rembourser ces échéances. Et donc, l'avantage du growth, c'est que ça permet à nos entreprises d'aller vers une trajectoire d'introduction en bourse, potentiellement, de ne pas se faire racheter tout de suite, souvent par des sociétés américaines, et de ne pas se faire racheter non plus par des fonds de LBO qui vont être dans cette logique majoritaire. Donc nous, en tant que fonds de growth, on est toujours des investisseurs minoritaires, comme le disait Yann, on est dans des gouvernances qui sont des gouvernances de groupe, avec une place qui est très importante pour les entrepreneurs, pour les dirigeants. Et sur la question de est-ce qu'il faut se diluer pour grossir, pour atteindre ces positions, aujourd'hui, on est dans un marché aussi où les valorisations sont de plus en plus élevées. Et donc, de lever plus d'argent, ça ne veut pas dire qu'on se dilue forcément plus, parce que ça veut dire qu'il y a une valorisation aussi qui va avec, qui permet aux dirigeants de rester dans des schémas où ils sont encore très incentivés. Ils vont pouvoir avoir encore une forte alignement d'intérêts entre les investisseurs et l'équipe dirigeante. Nous, en tant que conseil, ça corrobore tout à fait ce qu'on voit sur le marché. Je pense que du fait des profils des sociétés, elles acceptent aujourd'hui beaucoup mieux le fait d'être diluées, et l'entrée d'investisseurs financiers à leur capital, c'est quelque chose avec lequel ils sont beaucoup plus familiers. On a des personnes beaucoup plus averties et des interlocuteurs sophistiqués en face, ce qui simplifie énormément la discussion. Et sur le côté accompagnement, c'est exactement la discussion que l'on a au moment de la composition du board dans les pactes et la mise en place des reserve matters, enfin des droits de veto. C'est-à-dire qu'on est complètement dans un système de collaboration, et on est, nous, en charge de permettre la mise en place dans les pactes de la gouvernance qui permettra justement cet accompagnement. Et ça n'est plus seulement le comité stratégique n'est plus seulement, comme en LBO, un outil de supervision, mais un outil d'échange de manière ponctuelle pour apporter le meilleur conseil, de la même manière que le reporting est un outil de suivi de la croissance et pas un outil de contrôle des performances. Sur la dilution, oui, il y a encore un sujet un peu adverse des fondateurs qui veulent malgré tout avoir la main.
Et c'est à ce moment-là que se pose la discussion du ratio entre l'equity et le quasi-equity. Donc il y a les outils de suite d'obligations convertibles. Et là, en effet, il y a un vrai challenge de demande très forte des fondateurs de plutôt voir des OC plutôt que des ADP. Après, sur l'equity, aujourd'hui, avec les actions de préférence, on a des outils quand même assez fins qui permettent, en travaillant sur les rendements, de moduler cette dilution, notamment par des ADP parfois relutives, qui permettent à certaines étapes, lorsque des triggers sont déclenchés de croissance, du développement dans certains pays, de l'obtention de certains contrats, de mettre en place des outils de conversion, enfin des ADP où, par la conversion, les fondateurs se reluent au moment où ils franchissent certains steps. Donc on peut également adapter la dilution au fur et à mesure du temps en fonction de la croissance de l'entreprise. Monsieur Wenzal ? Oui, sur les outils, effectivement, on voit pas mal de demandes, d'utilisation d'outils un petit peu différents pour éviter une trop forte dilution. Tant qu'on est en début de cycle et sur les premières levées de fonds, ça ne pose pas vraiment de difficultés fiscales, sous réserve peut-être du cas des investisseurs étrangers qui rentrent au capital de la société, parce que si on émet des OC mais qu'on veut maintenir les investisseurs minoritaires dans la structure, on a des sujets de non-déductibilité potentielle des intérêts, ce qui n'est pas forcément un problème si on n'est pas encore en phase où on génère du résultat positif, mais on peut avoir des sujets potentiels de retenue à la source ou des choses auxquelles il faut faire un petit peu attention. Après, quand on arrive à un stade un peu plus avancé où la société commence à générer des profits, où on arrive à un stade peut-être en mode LBO, là, il faut faire très attention parce que si on veut bénéficier d'une déductibilité sur des intérêts au titre d'OC, puisqu'on va utiliser ces instruments à la fois pour éviter la dilution, mais potentiellement également pour bénéficier d'un effet fiscal positif via la déductibilité des intérêts, si le fonds qui investit via les OC est minoritaire dans la structure, on ne pourra pas forcément déduire les intérêts à hauteur de ce qu'on a mis. Si on a des OC, je ne sais pas, à 7, 8%, on ne pourra jamais déduire ces montants-là si le fonds est minoritaire. Donc il y a des sujets fiscaux à bien avoir en tête et à bien analyser dans la réalisation et la structuration du package d'investissement des investisseurs. On a des sujets aussi de management package, mais on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, à ce stade, on peut évoquer ce point-là sur les modalités d'investissement des investisseurs, en particulier étrangers dans une première phase, mais également français quand on est dans une phase plus avancée de la vie de la société. C'est un sujet sur lequel il y a encore quand même beaucoup de travail qu'il faut bien voir. J'ai eu la chance d'y travailler 6 ans chez BPI France et encore aujourd'hui au sein du board de France Invest. Il y a un sujet France, nos sociétés sont trop petites, on a moitié moins de TI que l'Allemagne, mais aussi, on ne le dit pas assez, que l'Italie et que l'Angleterre. Et donc, il y a encore beaucoup de travail sur finalement la levée des préjugés à l'ouverture de capital. Et il y a 2 sujets là-dedans. Il y a un sujet qui c'est quand même un calcul coût-opportunité. Et donc arriver à démontrer qu'effectivement le rendement des fonds propres, 15-25% sur certaines thèses, est justifié. Et ce qui fait que nous, par exemple chez Généo, la moitié de l'équipe en fait n'est pas investisseur. La moitié de l'équipe est là pour apporter du support, du capital humain, du temps passé de consultant aux entreprises pour effectivement participer à la création de valeur. Et ça, les équipes de gestion le font de plus en plus sur le marché. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui doit bouger dans l'imaginaire des sociétés investies. Et puis le deuxième, c'est effectivement la diversification des instruments, arriver à faire du sur-mesure en fonction des besoins de chaque société. Et là, il s'est passé énormément de choses sur le marché en termes d'innovation, vous l'avez rappelé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les montages, on est à peu près 50-50 entre actions et obligations convertibles. C'est vrai aussi qu'on pousse et se développe de plus en plus des sociétés d'investissement evergreen qui viennent à côté des fonds fermés. C'est important aussi d'avoir les deux.
Et puis là, on a une initiative spécifique qui a été poussée par France Invest, soutenue par les assureurs, qui va être intéressante à suivre. C'est le sujet des obligations relance. Donc les assureurs ont quand même engagé 1,7 milliard dans cette initiative. C'est très très significatif. Sélectionner 7 groupements, 33 sociétés de gestion. Généo en fait partie. Et pourquoi c'était important de participer? Parce que peut-être que ça va permettre, à travers un outil totalement non dilutif, qui est une obligation sèche à 8 ans, mais qui se traduit quand même par des discussions en matière d'accompagnement, des discussions en matière de gouvernance, des discussions sur la structuration du passif entre haut et bas de bilan, une possibilité de mettre une incentive sur les réalisations en matière de RSE et d'impact qui viendra bonifier le taux d'intérêt. Finalement, en fait, de rentrer en contact avec des managements qui ont ces a priori sur l'ouverture de capital et qui peut-être, en travaillant avec des équipes de gestion professionnelles, verront finalement l'intérêt d'avoir des sparring partners et l'accélération de rythme que ça peut entraîner. En tout cas, c'est un des paris, de se dire que on va toucher comme ça davantage de sociétés qui peut-être dans 1 an, dans 2 ans, passeront à l'étape d'après qui sera l'ouverture de capital, oui, mais parce qu'elles ont vu le rapport coût-opportunité et qu'elles l'auront jugé finalement intéressant pour elles. Alors, on va revenir sur ces enjeux justement de gouvernance et d'incentive que vous évoquiez. Peut-être sur les instruments, leur mise en place et les évolutions à venir. Monsieur Wenzal ou Madame Billa, vous aurez souhaité ajouter un petit mot? Alors, sur la partie investisseur, on en a un petit peu parlé. Le deuxième sujet, mais je pense que c'est toi qui auras plutôt l'actualité, c'est comment incentiver le management. Un fonds, en particulier dans le growth au moment de son entrée, n'a absolument pas vocation à gérer quoi que ce soit. C'est un accompagnateur d'un management qui a une place prédominante pour la croissance. Et évidemment, pour que cette croissance ait lieu, il faut trouver les meilleurs outils pour les incentiver. C'est tout l'enjeu des management packages. Jusqu'à présent, il y avait un modèle assez partagé, même avec le LBO, sur les agas, ratchet, tous ces mécanismes. Et j'avoue que il y a eu énormément de questions. Il y a énormément de questions depuis les arrêts de cet été qui nous poussent un peu à réorienter notre choix d'instruments. Mais je vais peut-être te laisser intervenir. Oui, comme vous le savez, sans doute, on a eu des arrêts en juillet qui ont été rendus par le Conseil d'État en matière de management package, qui ont mis en lumière le fait que l'administration fiscale s'intéresse énormément à ces sujets-là. Les arrêts ne révolutionnent pas forcément la pratique, mais ils ont vraiment jeté un coup de projecteur sur la nécessité de bien structurer son package et les risques associés au package. Ça ne change pas fondamentalement la manière dont on recommande de structurer les packages. Par contre, ça a permis une discussion plus ouverte avec les fonds. Avant, quand on leur disait, par exemple, qu'on ne voulait pas de clause d'incessibilité ou de clause de lever, on nous écoutait d'une oreille assez peu attentive. Aujourd'hui, la discussion est beaucoup plus ouverte. Donc, ce qui est recommandé aujourd'hui, évidemment, c'est de faire très attention à la structuration de son package. En France, on a quand même la chance d'avoir des instruments. Alors pour les sociétés jeunes et sous certaines conditions, on a par exemple le mécanisme des BSPCE qui fonctionne bien. Les AGA, ça fonctionne plutôt bien. Ce sont des instruments qui sont encadrés juridiquement, encadrés fiscalement, et dont l'octroi est par nature lié au contrat de travail. Donc on a peu de risques de remise en cause sur ces instruments-là, sauf à les assortir de clauses et de conditions très particulières, mais on a a priori assez peu de risques de remise en cause et de requalification des gains sur ces instruments-là en salaire. Par contre, si on est sur d'autres types d'instruments, par exemple du ratchet payant, on peut avoir des sujets de requalification plus forts. Si on assortit les instruments de certains éléments, comme on le faisait traditionnellement, donc des clauses d'incessibilité sur les managers ou des clauses de bad, good lever avec des traitements très différenciés entre selon les conditions de sortie des managers. Enfin, si on a ce type de clauses sur les instruments, à la lecture des arrêts et de la pratique de l'administration qui existait déjà depuis quelques années,
on a des risques quand même assez forts de remise en cause. Donc on essaye aujourd'hui dans les packages d'être plus souple. On a des packages du coup moins rigoureux dans les conditions de sortie des managers, par exemple, d'incessibilité, etc. On essaye de trouver peut-être d'autres mécanismes pour arriver à des résultats similaires. Mais en tout cas, on évite ce type de clause qui crée un risque fort sur les packages. On voit beaucoup revenir le suite. Le suite, c'est juste des actions ordinaires classiques. Elles sont juste démultipliées pour les managers, mais ça reste des instruments classiques. Donc qui ne sont pas marqués comme du ratchet, par exemple, et qui donc ne génèrent pas par eux-mêmes de risques, à condition, encore une fois, qu'on n'ait pas de clause particulière sur ces instruments-là. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est du sweat, et sur le pari passu, AO, ADP classique, et on peut utiliser du ratchet, mais plutôt en AGA, puisque là, on est encadré juridiquement. Mais on évite des instruments de type ratchet payants pour les managers, parce que l'instrument par lui-même a une nature un peu discutable. En tout cas, sur la base des arrêts du Conseil d'État qui le confirment, on a un risque fort de requalification. Je confirme tout à fait. Nous, on utilise à plein tous les dispositifs légaux à chaque fois qu'ils sont possibles. Les sujets qu'on peut commencer à avoir, ce sont pour les fondateurs, lorsque eux souhaitent aussi bénéficier du ratchet. Dans certains cas, ils le demandent. Et à ce moment-là, on dépasse les enveloppes de 10%. Pour les BSPCE, ce n'est pas complètement adapté non plus, ce n'est pas forcément le profil. Et on repart sur des sujets MANCO pour diluer le risque, mais ce qui n'était traditionnellement pas le schéma du growth, qui était plutôt le schéma des LBO. Donc nous, on voit un basculement du schéma du LBO vers le growth pour adresser les sujets fiscaux. Et nous, on voit assez peu de management package qui sont proches des management packages LBO. On voit surtout des équipes de fondateurs qui ont des actions ordinaires et ensuite des BSPCE pour l'ensemble des salariés des équipes. Et ça, c'est des choses où on a de plus en plus de sociétés qui veulent donner des BSPCE à toutes leurs équipes. Je me demandais si vous voyez des choses différentes chez Miracle ou chez Euraseo, ou si vous aviez des plans d'incentives qui sont plus structurés. Alors, effectivement, l'incentive du management et des collaborateurs, c'est un sujet très important en hypercroissance, puisqu'on a besoin d'avoir des équipes complètement engagées derrière le projet d'entreprise. Donc, les mécanismes classiques sur des sociétés de grosses, ça reste effectivement les BSPCE ou les options à l'étranger. Après, la question, évidemment, qui se pose toujours, c'est quelle est la bonne part du capital à allouer à ces mécanismes et quelles sont les politiques aussi d'attribution à mettre en place. Donc ça dépend vraiment des valeurs et de la philosophie de chacune des entreprises. Moi, je rajouterais juste un point, parce qu'on a aussi beaucoup de BSPCE et d'actions gratuites. Et je trouve qu'il y a une limite dans ce modèle-là, c'est la limite de la liquidité, puisqu'on donne des instruments à des employés en complément de leur salaire. C'est en leur disant, voilà, vous êtes associés à la création de valeur future. Le problème, c'est que cette création de valeur, elle est assez peu tangible dans la plupart des startups, des scale-up, puisqu'il y a assez peu de liquidité. Et l'organisation de cette liquidité, en plus cette liquidité fait peur, parce qu'un fondateur et même des actionnaires comme nous n'avons pas forcément envie de voir d'autres actionnaires rentrer au capital, des actionnaires qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas signataires du pacte, par exemple. Et donc c'est une frustration, en revanche, pour des employés qui ont ces instruments, mais qui ne peuvent pas les céder. Et l'organisation de cette liquidité, je pense, est encore devant nous. Il y a énormément de travail à faire. Donc, tu parlais d'inaliénabilité, je ne sais jamais dire ce mot. Mais malheureusement, effectivement, ça a fait peser des risques fiscaux. Donc, voilà, je pense qu'il y a des groupes de travail qui doivent être mis en place pour réfléchir à ça, puisque la plupart des fondateurs de nos sociétés y réfléchissent en ce moment. Mais sur l'organisation de la liquidité, nous, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de fonds. Enfin, les fonds généralement présents au capital sont très friands de permettre aux salariés d'avoir ces fenêtres de liquidité. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup de fonds qui se positionnent sur du secondaire.
aujourd'hui, les grands tours de table dont on se parle de 100 millions et plus, généralement, il y a quand même une tranche importante qui est du secondaire. Et donc, je suis d'accord avec toi que c'est un marché qui est émergent, mais qui commence à exister de plus en plus avec les actionnaires existants qui préemptent ce secondaire et potentiellement de nouveaux entrants aussi qui viennent se positionner sur cette liquidité qui est souvent faite avec une légère décote par rapport à la valorisation du tour qui est liée au fait qu'on offre de la liquidité avant la sortie et qui permet aux salariés et aux fondateurs d'avoir une première échéance de création de valeur avant d'attendre une grosse sortie plus tard. Oui, puis ce qui est super intéressant, c'est que, en tout cas sur ce segment du small and mid cap, c'est vraiment quelque chose qui se massifie. Nous, en 2 ans, on a investi dans 13 sociétés. Les 13 ont mis en place l'actionnariat salarié, souvent avec un système de manco au-dessus de la holding de tête. Et c'est très souvent quelque chose qui, en fait, déclenche une opération que d'assurer la liquidité à certains et que de renforcer en fait la présence au capital des sociétés à d'autres. C'est hyper intéressant parce que du coup les discussions sur la valorisation ont des tournures complètement différentes aussi. C'est hyper intéressant parce que les salariés, les cadres en tout cas, adhèrent au pacte d'actionnaires. Et donc c'est des vraies discussions humaines et c'est des vraies discussions sur la valeur qu'on a déjà créée et la valeur qu'on a devant, si tout le monde est bien aligné en termes d'intérêt. Donc ça peut cimenter une entreprise sur des stratégies de long terme hyper ambitieuses. En tout cas, nous, on a cette surprise-là de voir sur notre portefeuille en fait, des opérations intermédiaires qu'on est en train de faire, précisément pour faire rentrer plus de cadres au capital et régler effectivement quelques sujets ponctuels de liquidité qu'il faut nettoyer au passage. Et on peut imaginer que voilà, tous les 2 ans, en fait, il y a une respiration qui permette de traiter ces sujets-là et de cimenter l'entreprise autour de son projet. Marie-Beth, sur ces enjeux clés de gouvernance? Alors, les enjeux de gouvernance, évidemment, c'est capital. À chaque levée de fonds et nouvelle entrée d'investisseurs se posent ces sujets. Donc, c'est des sujets qui sont vraiment très discutés puisque la présence des fondateurs est toujours clé en phase de grosse. Donc, ça donne lieu à beaucoup de discussions au moment du pacte. C'est exactement ça. Dans les packs, il y a deux sujets à ce moment-là. Ça va être la composition du board, avec 2 possibilités, soit un membre à part entière, soit une possibilité d'inviter des personnes au fur et à mesure des thèmes traités, et sinon beaucoup de cas d'observateurs, enfin de censeurs, qui ont à ce moment-là un rôle consultatif et sont présents et bénéficient de l'information, ce qui, quand on est dans le cadre d'un investissement très très minoritaire et où on n'a pas forcément vocation à pouvoir voter et avoir un membre votant, permet quand même de suivre la croissance et son investissement. Et ensuite, pour les membres votants, ça va être une discussion un peu plus traditionnelle des seuils de matérialité qui peuvent même évoluer dans le temps en fonction du stade de croissance de l'entreprise. Et là, c'est plus une discussion d'avocat, c'est-à-dire que nous, on est là pour rédiger, mais c'est une vraie discussion sur le seuil pertinent pour que ça reste un accompagnement et que le fondateur ait les mains suffisamment libres de sa gestion quotidienne. C'est-à-dire qu'au-delà des sujets juridiques de direction de fait, il y a un vrai sujet managérial que le fondateur accepte un investisseur financier. Qu'il accepte un investisseur financier, mais à condition de rester maître à bord. Et là, pour le coup, c'est un vrai sujet de négociation qui prend du temps, parce que au-delà de l'aspect technique, il y a un vrai aspect humain. Pour eux, faut que ça reste leur bébé, en fait.
Ouais, moi, je pense que ce sujet de la gouvernance, il est essentiel et il cristallise un certain nombre de peurs. Et pourtant, moi, j'ai la conviction que voilà, la gouvernance, c'est une hygiène de vie. J'ai dirigé le CIRI, donc l'équivalent du Chapter 11 américain, entre 2009 et 2012. Et je suis capable de témoigner sur le fait que le défaut de gouvernance, c'est vraiment systématiquement ce qui emmène dans le mur. Après, il faut une gouvernance qui soit utile, tournée vers la performance de l'entreprise, qui serve les objectifs du management. Et c'est tout l'enjeu de composer un board qui soit suffisamment diversifié pour pouvoir effectivement éclairer l'entrepreneur sur les évolutions concurrentielles, les évolutions internationales, les évolutions technologiques. Et donc élargir sa gouvernance et s'ouvrir sans pour autant effectivement cristalliser ses peurs de dire je vais perdre le contrôle. Et c'est là où c'est pour moi hyper important de bien distinguer les droits d'actionnaire qu'on exerce dans le cadre du pacte d'actionnaires et la gouvernance qui doit être la meilleure gouvernance possible pour l'entreprise. Et une gouvernance qui soit effectivement tournée vers l'anticipation stratégique et qui aide le chef d'entreprise à faire ce qu'il y a de plus dur pour lui dans une entreprise qui est en scale-up, c'est superposer les temps. C'est se dire qu'au-delà des sujets de court terme qu'il occupe au quotidien, il a un endroit, il a un moment, il a un lieu, il a des gens avec qui il peut aborder la vision de long terme et surtout les plans de moyen terme qui vont l'amener vers l'exécution de cette stratégie de long terme. Donc il y a cette décorrélation à faire et de dire oui, on va organiser une gouvernance, mais ce n'est pas la gouvernance qui en fait indique sur quel type de décision qui décide quoi. Ça, c'est bien traité par le pacte. Et du coup, sur la gouvernance, en fait, dans le stade de growth ou de scale-up, en fait, les board members ne sont pas forcément que des actionnaires. Enfin, c'est un mix de dirigeants fondateurs, représentants des actionnaires, et également des board members indépendants. Et nous, on fait beaucoup de travail avec nos sociétés, avec nos dirigeants, pour réfléchir avec eux sur quels sont les besoins au niveau de l'actionnaire, au niveau de ce board. Il y a des besoins donc d'accompagner la société sur le plan de financement, et donc les représentants des actionnaires sont bien positionnés pour se positionner sur ces sujets-là, les questions de M&A également, mais ensuite il y a des besoins aussi opérationnels, parce que l'objectif c'est d'avoir la bonne diversité, les bonnes compétences qui vont pouvoir accompagner nos sociétés dans leurs enjeux de structurer les équipes, structurer le produit, structurer la croissance à l'international, et donc construire avec les dirigeants, les actionnaires, la bonne gouvernance, c'est quelque chose qui est clé pour piloter la société et s'assurer que la gouvernance, elle ne soit pas contraignante pour la boîte, mais au contraire qu'elle puisse la permettre d'aller à l'échelle encore plus rapidement. Alors, il ne nous reste que quelques minutes, malheureusement. Je vais vous demander peut-être, Yann, un petit mot sur la croissance et les investissements dans des projets créateurs de valeur. Oui, c'est très vague comme question, mais je vais essayer d'y répondre. En très peu de temps. En fait, la croissance, évidemment, c'est ce qui nous intéresse tous ici sur ce panel. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait au début, c'est-à-dire on est dans un environnement où il y a des énormes tours de table, des ruptures qui sont extraordinaires. Je pense qu'on vit, on est tous d'accord pour le dire, une des plus grandes révolutions que l'humanité ait connue. En tout cas, dans le secteur qui, moi, m'intéresse, il y a beaucoup de growth equity différents. Je pense que Fanny fait un growth equity qui est un peu différent du mien. Nous, on cherche, ou de celui d'Alice, nous, on cherche effectivement la rupture, c'est-à-dire des sociétés qui ont la capacité de devenir très, très grosses dans des très, très gros marchés. Et lorsqu'on a la bonne équipe de management, le bon COMEX, les bons employés, et qu'on donne de l'argent à ces sociétés, elles sont capables de croître extrêmement rapidement. Donc croître rapidement, ça veut dire doubler de taille, par exemple, le chiffre d'affaires chaque année. Mais il faut juste comprendre que c'est ce dont on parle, c'est extrêmement difficile. Quand Doctolib, avant la crise du Covid, la crise sanitaire, comptait 1000 employés et a dû recruter 1000 employés en un an pour justement organiser la campagne de vaccination, mais aussi continuer son développement. 1000 employés principalement en France, ultra qualifiés, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile de recruter ces personnes et puis de les intégrer, de les faire travailler ensemble. Donc on leur demande à ces entrepreneurs des choses qui sont extrêmement difficiles. Il ne faut pas banaliser
ce qui est en train de se passer en France et en Europe. Parce que moi, je suis épaté dans cette génération. Je crois qu'on a beaucoup de chance, on n'a pas de... Voilà, on a les mêmes talents, on a la même qualité, voire de temps en temps, j'ai l'impression d'avoir une qualité supérieure en Europe par rapport aux États-Unis, parce qu'il y a aussi une culture qui est un peu différente. Je pense qu'on est plus efficace dans la façon de dépenser l'argent, de l'investir. Et donc, il ne faut vraiment pas banaliser ça. On a cette chance incroyable de pouvoir participer à cette transformation, cette révolution. On manque de capitaux, c'est une certitude en Europe. Il faut davantage de vocations, davantage d'équipes. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, j'ai déjà dit, mais il faut continuer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des entrepreneurs qui sont extraordinaires, des projets extraordinaires, des soutiens publics extraordinaires. Donc voilà, moi je suis très optimiste sur cette évolution de marché. On parlait des valorisations aussi, et je peux peut-être en dire un mot, parce que les valorisations, certes, ont augmenté, mais elles n'ont pas augmenté pour rien. Il faut savoir que les gens qui... alors, il y a beaucoup d'argent sur le marché. Vous savez, dans plein d'autres classes d'actifs, les valorisations ont augmenté. Mais sur la technologie, elles ont augmenté aussi parce que les croissances ont augmenté. Les capacités de développement ont augmenté. Parce que quand on lève 200 millions au lieu de lever 100 millions, précédemment ou 50 millions précédemment, ces 200 millions, on peut les réinvestir pour faire 100% de croissance pendant 3, 4, 5 ans. Ça a un impact sur la création de valeur. Donc le potentiel à terme est beaucoup plus important, ce qui évidemment permet de payer des valorisations plus élevées. Donc les rendements sur cette classe d'actifs, je pense, ont été très bons, vous le savez, vont continuer de mon point de vue à être très bons, et en particulier en Europe, parce que encore une fois, l'Europe, c'est un territoire merveilleux avec des entrepreneurs extraordinaires. Et aujourd'hui, un sous-investissement. Donc une énorme opportunité pour tous les fonds comme les nôtres. Merci beaucoup. On va finir sur cette touche positive et optimiste. Merci à tous pour ce panel. Vous avez une courte pause.